Bonjour, donc je vais vous parler de nanomatériaux, de risques et d'innovation. Alors je dois dire que probablement je vais parler de nanomatériaux qui sont un peu moins sophistiqués que ceux qui ont fait l'objet du premier cours. Hein. C'est ceux qu'on trouve couramment dans l'industrie et dans le commerce qui sont, je dois dire, un peu plus simples en général. Hein. Donc je reprends donc avec l'échelle de Clément Changès, mais au lieu d'être verticale, elle est horizontale hein, dans mon cas. Donc juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, parce que je vais parler de différents de ces objets en fait. Vous avez donc des échelles du millimètre jusqu'au dixième de nanomètre. Donc on va s'intéresser nous plutôt à la partie de droite. Donc autour du dixième de nanomètre, on a les atomes, les molécules sur quelques nanomètres. Et ensuite, donc, on a tout un ensemble d'objets composés d'assemblages d'atomes ou de molécules, hein, donc soit des grosses molécules comme les protéines, des agrégats d'atomes, ou tous les objets dont on a entendu parler tout à l'heure. Hein. Donc c'est dans la gamme 10 à 100 nanomètres ici. Et aussi, je vais en parler, on trouve ce qu'on appelle les poussières ultra fines, les poussières fines qu'on trouve couramment dans l'atmosphère. Là, ce petit arc-en-ciel ici symbolise la lumière. En gros, pour dire qu'avec les méthodes classiques de microscopie optique, on voit plutôt les objets ici. Et ici, il faut des techniques plus sophistiquées, donc comme la microscopie électronique. Alors, il y a dans toute affaire une certaine ambiguïté, effectivement, parce que la taille n'est pas tout à fait discriminante pour ces objets. Parce qu'en gros, il y a le monde des molécules, donc qui sont ça va être très important par la suite, quand c'est la même substance chimique, elles sont toutes identiques. Hein, quelques détails près, est composé de liaisons chimiques covalentes, donc très fortes. Et la taille d'une molécule, hein, ça peut être entre 0,2 nanomètres et puis beaucoup hein, pour certaines molécules. Voilà. Et il y a quelque chose qui est beaucoup plus vague, même s'il y a une tentative de normalisation de ce mot hein, qu'on appelle nanobjet, qui est en fait donc un assemblage de molécules ou d'atomes. Alors avec des liaisons qui peuvent être soit des liaisons fortes, hein, covalentes, soit des liaisons beaucoup plus faibles, hein, des choses plus faciles à arracher. Voilà, ce qu'on a vu dans le premier cours, c'est plutôt des liaisons fortes, mais il y a également des objets qui sont tellement des agrégats ou des agglomérats, donc assez faibles. Et là-dedans, vous avez un mélange parfois des grosses molécules sont faites d'un objet, comme les nanotubes de carbone, j'en parlerai beaucoup. Donc c'est un petit enroulement d'atomes de carbone hein, qui peut être tout à fait régulier. Des feuillets de feuilles de carbone qui sont de graphite, en fait, ou des fullerenes qui sont en fait des sortes de petits ballons de foot hein, composés d'atomes de carbone. Genre par exemple 84 atomes de carbone, ou alors ça peut être des objets très, très variés, très hétérogènes. Voilà. Alors, en fait, ça peut être des particules, c'est-à-dire que toutes les dimensions sont petites, mais on peut aussi parler de fibres. Hein. Certains de ces objets font quelques nanomètres dans un sens, mais peuvent faire jusqu'à des millimètres ou des centimètres dans l'autre sens, ou ça peut être une surface hein, qui peut être carrément métrique, mais faire quelques nanomètres d'épaisseur. Donc on appelle nano-objets tout ça, en fait. Donc, toutes les choses dont on a entendu parler rentrent aussi dans cette catégorie, voilà, même si on peut pas toujours. Parfois, elles sont plus homogènes que ça. Voilà. Donc, quand on regarde, ça ressemble il y a toute une hiérarchie de longueur. Hein. Quand on regarde sur quelques microns, on voit souvent des gros assemblages, et quand on regarde avec un microscope plus puissant, donc on voit des agrégats, et puis l'échelle ultime, hein, on en a vu plein tout à l'heure, donc des nanoparticules qui font souvent 10, 20, jusqu'à 100 nanomètres. Voilà. Alors, en plus, ces objets-là, on peut les fonctionnaliser, les habiller, c'est-à-dire que ce sont des objets pas toujours bien définis, mais en plus, on peut leur greffer des molécules avec des liaisons parfois donc, chimiques solides. Hein, un nanotube, par exemple, peut être décoré avec des molécules qui vont lui donner des propriétés chimiques, une certaine activité. Hein. Voilà. On en a vu aussi tout à l'heure, donc on peut greffer des molécules sur des nanoparticules. Faire des objets un peu composites. Alors dans ce cas-là, c'est une micelle, donc c'est des molécules qui enrobent un principe actif. Hein, c'est ce qu'on fait par exemple pour faire certains médicaments. Voilà. Et chose importante dans l'organisme, une nanoparticule est rarement toute nue. Elle est assez facilement, il y a des tas de protéines dans la physique biologique, des tas de choses qui traînent, et suivant les affinités de ces protéines, très souvent donc une particule avance dans l'organisme décorée hein, d'un nuage de protéines, elle avance camouflée, hein, je dirais. Alors, ça intervient dans l'innovation de l'industrie, en fait, de différentes façons. Hein, il y a tout un ensemble d'objets qu'on qualifie comme relevant des nanotechnologies. Donc, à gauche, c'est plutôt donc, le monde des circuits électroniques, des dispositifs. Alors,
là, ce n'est pas de la chimie, je veux dire, enfin, pour l'instant, c'est fabriquer des techniques proches de la photo, hein, ou de la lithographie. Donc, on positionne des pièces maintenant à facilement 10 nanomètres, hein, avec des faisceaux d'électrons ou certaines formes de lumière. On arrive donc à faire des formes très précises. Et parfois, on fait plusieurs centaines d'opérations pour réaliser des vraies machines maintenant, donc, comme les microprocesseurs. Voilà. Au milieu, les objets intermédiaires qui sont typiquement ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il y a quand même un effort pour organiser, pour faire des structures. Donc, ça peut être une monocouche. Ça peut être des sandwichs. Hein. Typiquement, les capteurs des disques durs d'ordinateur ressemblent à ça. C'est des sandwichs de différents métaux, ou des médicaments encapsulés, ou toutes les petites formes bizarres qu'on a vues tout à l'heure. Donc, c'est des objets qui sont quand même organisés, élaborés. Voilà. Et ce qu'on trouve le plus souvent dans le commerce, en fait, c'est la troisième catégorie. Hein. C'est le monde des matériaux, des pâtes, des liquides, où ces nano-objets sont intégrés souvent donc à une matrice ou un liquide. Donc ça peut être un polymère renforcé avec des fibres ou alors avec des petites nanoparticules. Voilà. Donc dans le commerce, on trouve un peu ces trois choses-là. Donc ça, c'est la microélectronique. Ça, c'est plutôt des petits capteurs, des dispositifs ou des revêtements de surface. Et ça se retrouve dans beaucoup de matériaux dont je vais vous parler tout à l'heure. Voilà, donc il y a ces trois choses-là. C'est un monde très vaste. Alors, je vais souvent vous parler de définition des nanomatériaux tout au cours de l'exposé, parce que ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Alors, l'une des premières définitions venait de l'Europe. Donc, c'est important. La première, tout est important, en fait. Donc, déjà, pour l'Europe, c'est un matériau qui peut être naturel, formé accidentellement ou fabriqué par l'homme. Donc, je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Voilà. Et qui contient des particules libres ou sous forme d'agrégats, c'est-à-dire que c'est dans le matériau, il y a des particules qui ne sont pas trop fortement accrochées. C'est comme ça qu'on définit le matériau. Parce qu'en fait, dans la nature, y compris les métaux, tout est nanostructuré, mais des liaisons très fortes. Donc on n'appelle pas ça vraiment nanomatériaux parce qu'il n'y a pas des petits bouts qui vont s'échapper. Par contre, donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, les composés où il y a des petites particules qui peuvent, pas très fortement attachées, qui peuvent se retrouver à l'état libre. Voilà. Et alors, il n'y a pas de règle pour dire ce qui est nano ou pas, c'est assez arbitraire, hein, mais on a dû dire quelque chose, donc c'est typiquement entre 1 nanomètre et 100 nanomètres, voilà. Même s'il y a toujours des exceptions à la règle, voilà, qui sont en dessous. Donc les fullerènes ou les nanotypes de carbone dont je vous parlerai, parce qu'ils sont importants aussi bien du point de vue innovation que du point de vue risque, on les rentre là-dedans, mais ça a été ajouté explicitement, voilà. Même si un nanotube de carbone fullerène, c'est aussi un produit chimique, hein, d'une certaine façon, parce qu'ils sont tous, au moins les fullerènes peuvent être tous identiques. Alors, je vais faire il y a des tas de façons de raconter l'histoire des nanosciences. Là. On voit là une adaptée, disons, au sujet d'aujourd'hui. Donc, on va déjà regarder ce qui est noir. Donc, je dirais, dans les années 1900, on a à peu près, disons, accepté que la matière était composée d'atomes, que les atomes avaient des électrons autour de noyaux, qu'il y avait des molécules. Donc ça s'est décanté entre la fin du 19e siècle et le début du 20e. On a découvert ce qu'était la structure atomique de la matière. On pouvait déjà même à l'époque, dès le début, commencer à voir la matière à cette échelle en utilisant des rayons X, hein, par diffraction. On voyait déjà la structure de cristaux. On savait que c'était des choses à l'échelle nanométrique. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas exactement nouveau. Et il y a quelques dates jalons, hein, qu'on cite souvent quand on trace l'histoire. L'invention du microscope électronique dans les années 1930, où c'est un objet qui permettait donc de voir directement la matière à cette échelle-là. Bon, un autre jalon qu'on cite souvent, hein, la découverte de la structure de l'ADN, finalement, qui est un beau nano-objet naturel, donc avec une structure bien définie. On a aussi finalement pris conscience, avec la biologie, l'essor de la biologie moléculaire, qu'il y a une certaine convergence finalement entre ces nanosciences et la biologie, hein, qui est composée, qui fonctionne avec des nanosystèmes. Voilà. Il y a un événement important à la fin en 1959, qui est le discours de Feynman, qui finalement c'est un peu, un peu un événement fondateur, donc, qui a dit finalement que compte tenu de la taille des atomes et des objets de la vie de tous les jours, il y a beaucoup de place, hein, si vous voulez, pour fabriquer des objets plus petits, qui n'apparaîtra comme pixelisés, si vous voulez, l'atome faisant 1/10 de nanomètre. Un système de 100 nanomètres étant composé au moins d'un millier d'atomes, si vous voulez, on peut faire des objets tout petits. Et donc c'est pour ça l'expression, son discours s'appelait « Il y a plein de place tout en bas, hein, pour faire des systèmes », et il donnait des exemples déjà bien avant qu'on en fabrique, si vous voulez. Quoique, c'est déjà juste pratiquement en même temps qu'on a fait les premiers circuits intégrés, qui à l'époque étaient plutôt centimétriques, mais qu'on a commencé à découvrir, donc à penser à l'idée qu'on pourrait aussi intégrer des composants électroniques. Donc ça date presque de la même date. Voilà.
Le mot nanotechnologie date des années 1974. Voilà. Et puis finalement, donc, le début des années 2000 a été finalement, c'était sur fond de mondialisation, de compétition économique. Donc tous les blocs, y compris l'Europe, se sont mis à parler d'innovation, de société de la connaissance. Il s'agissait donc de mettre de l'intelligence dans les produits qu'on fabriquait, qu'on vendait. Et c'est quelque chose qui a constamment boosté les nanotechnologies, qui était un peu le symbole de cette mouvance-là. Et aux États-Unis, on a lancé notamment des grands programmes, et puis peu après en Europe. Voilà. Puis on est là au début des années 2000, c'est aussi l'époque où, en réaction à ça, ou en conséquence à ça, se développe une réglementation sur ce sujet, parce qu'on a parlé d'innovation, et puis juste après, on a commencé à parler de réglementation. Voilà. Donc j'essaie de vous décrire toute cette histoire. Alors quand on parle de nano-objets, de nanomatériaux, vous avez des dates en mauve ici, j'essaie de retrouver ça. Certains matériaux sont assez anciens, mais à l'époque, on ne les qualifiait pas comme ça, on n'en parlait pas spécialement. Donc, l'argent à l'échelle nanométrique a été découvert à la fin du 19e siècle. Il servait déjà aux applications médicales. Il y a eu des brevets au milieu du 20e siècle pour en faire aussi un bactéricide. Voilà, la silice ultra fine date des années 1940 et l'idée de la mettre dans des bétons. Hein. On pouvait en trouver dans le commerce déjà dans les années 1940-1950. Ça s'appelait micro-millimètrique à l'époque. Le noir de carbone qui renforce les pneus, donc l'idée date du début, vraiment je crois de 1904, et ça a été mis en place vers 1920. Il fallait déjà du temps pour innover, hein, parfois à l'époque. Donc vous voyez, certains des matériaux dont je vais vous parler ne sont pas complètement nouveaux, mais ce qui est important ici, je vais vous le montrer, c'est la croissance forte de l'innovation, et le fait finalement que cette croissance-là amène à se reposer des questions rétroactives sur des choses qui existaient déjà depuis longtemps. Alors, je vais revenir donc à ces nanoparticules. Alors, comme le disait la définition européenne, il y a des particules qui sont naturelles et non intentionnelles. Déjà dans l'air que vous respirez ici, surtout au centre de Paris, hein, il y en a quand il y a un fumeur dans le coin, on en trouve vite des millions par litre d'air, mais il y en a aussi dans l'eau, hein, dans le sol. C'est tout à fait normal depuis toujours. Et bon, on cite dans la littérature des volumes, l'érosion, le vent qui frotte les grains de sable les uns contre les autres, ce genre de phénomène en génère 17 millions de tonnes, hein, qui partent dans l'atmosphère. La combustion de la biomasse, hein, la combustion du bois, les feux de forêt, ça en génère aussi des millions de tonnes. Les embruns, bon alors celles-là, elles sont solubles, hein, les petites particules de sel, quand les embruns s'évaporent, c'est des millions de tonnes aussi. Bon, et à côté de ça, il y a des particules d'origine humaine, hein. Donc le gros producteur, c'est la combustion, hein, des moteurs. On parle beaucoup de diesel, mais enfin c'est vrai pour l'essence aussi. Hein, ça se chiffre sans doute en millions de tonnes. Donc je l'ai déjà dit 2 fois, mais la combustion de la biomasse, hein, tout ce qui est feu de bois, ça en génère beaucoup. Bon, les différentes activités. Et aussi l'usure, il ne faut pas oublier, hein, c'est pas toujours high-tech et de la chimie. Hein, un simple pneu qui roule génère quoi. Quand quelque chose s'use, ça part souvent sous forme de petits morceaux. Voilà. Alors, moi j'aime bien ce projet-là, hein, qui a réuni différents établissements. C'était une maison expérimentale, donc ça ressemblait à une maison classique, sauf que personne vivait dedans, c'était truffé de capteurs. Et donc les chercheurs ont reproduit des activités ménagères. Ils ont fait griller du pain, ils ont fait la cuisine, brûler de l'encens, allumer une bougie, puis ils ont mesuré dans toutes les pièces les taux de particules. Hein. Simplement pour vous dire, c'est quelque chose qui fait partie de l'environnement naturel. Donc c'est important aussi d'avoir une référence. Puis on voit aussi comment elle passe d'une pièce à l'autre, hein, ce genre de choses. Alors, il y a aussi maintenant toutes les particules produites par l'industrie. Alors, il y en a eu quelques-unes, donc, comme le noir de carbone, la silice, qui sont anciennes. Mais il y a eu donc depuis une vingtaine d'années un essor considérable de production de ces particules. Bon, on trouve sur Internet des bases, hein, qui les répertorient, on en trouve facilement 3000. Hein. Et parfois donc des gros tonnages, je dirais les historiques, hein, comme le noir de carbone, c'est des millions de tonnes, la nanosilice aussi. L'alumine, 200 000 tonnes, enfin voilà, différents oxydes, ça c'est un additif pour les carburants, donc ça se traduit souvent en milliers de tonnes. Alors c'est intéressant de comparer à la chimie, hein. Donc bon, on pourrait dire qu'il y a 11-12 millions de tonnes de production de nanoparticules dans le monde. Hein. Produits chimiques, c'est 400 millions de tonnes à peu près. Et là où il y a 3000 espèces, vous avez à peu près 30 000 substances qui sont produites plus d'une tonne, parce que c'est important pour la réglementation. Il y a à peu près 100 000 en Europe si on prend toutes les espèces chimiques, y compris les micro-trucs faits dans les laboratoires. Voilà. Donc voilà. Et quand on regarde sur Internet, c'est très facile de trouver des marchands de nanomatériaux. Hein. Vous pouvez les acheter là.
Sur ce site-là, on en trouve des tas comme ça, vous voyez, 150 000 tonnes de volume de production possible. Enfin, on peut en trouver en sac, en tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, comment ça se fabrique? Bon, vous avez eu un exposé brillant pour les particules compliquées. Il y a aussi des différents procédés, je dirais, plus industriels, plus simples. Alors, je ne les ai pas tous cités, hein. Il y en a plein, là, vous aviez une liste dans un des premiers slides. Par exemple, ça se fabrique simplement en phase gazeuse, hein. On peut envoyer, par exemple, du gaz, hein, dans un tube. Et ici, il y a un faisceau d'un laser puissant qui est accordé pour chauffer au moins l'un des gaz. Et ici, il y a une flamme, hein, parce que le laser surchauffe ces gaz. Donc, ça peut être des gaz qui contiennent des atomes de fer, des atomes de carbone, du silicium. Alors, ce qu'on veut simplement, c'est que ça soit un truc qui se vapore, une molécule qui contienne ces atomes et qui puisse passer sous forme de gaz. Et on recueille des nanopoudres. Donc, on arrive à faire comme ça des tas de nanopoudres. C'est un procédé très versatile, mais ça peut aussi se faire par dépôt sur une surface. Voilà. Et vous avez le monde de la chimie aussi, alors plutôt en phase liquide, où par exemple, donc, on fabrique un moule, alors qui peut être une micelle, justement, un assemblage de molécules qui s'arrangent comme ça. Et on fait des réactions chimiques. Alors, quand ces deux micelles se rencontrent avec les réactifs jaunes et rouges, elles coalescent et ça fait de la chimie. Donc, je dirais que c'est réactions chimiques dans un moule auto-assemblé qui fixe la forme. Voilà. Et vous avez aussi donc tous les procédés qu'on a vus, possibles et imaginables. Dès qu'il y a un effet physique, finalement, on arrive toujours à en tirer parti pour faire une nanoparticule. Voilà. Par exemple, alors, autre exemple, les nanotubes de carbone, hein, qui sont très souvent discutés. Donc, en fait, ça a été découvert avant, hein, il y a plusieurs précurseurs des nanotubes de carbone, mais on cite souvent M. Ejima, donc, qui a fabriqué ça simplement dans un arc électrique. Donc, on fait jaillir un arc entre des électrodes de carbone, donc ça chauffe entre 3 et 6 000 degrés. Alors, c'est quelque chose qui est très mal contrôlé, mais on a donc un dépôt de nanotubes de carbone. Voilà. On rajoute aussi souvent des métaux. On a découvert qu'en achetant des métaux, ça favorisait leur fabrication. Voilà. Et il y a toutes les réactions de dépôt sur surface. Donc, à la fin des années 90, on s'est rendu compte aussi qu'en faisant passer un gaz comme de l'éthylène avec du carbone sur un métal avec des petites gouttelettes métalliques, on arrive à faire croître du nanotube. Et dans ce cas-là, comme il y a un précurseur, on contrôle beaucoup mieux la taille et la croissance. Donc, on arrive à faire comme ça des tapis de nanotubes qui sont un peu impurs parce qu'ils contiennent, j'y reviendrai tout à l'heure, souvent les métaux, les petits catalyseurs qui ont servi à les fabriquer. Alors, où est-ce que ça se trouve dans le commerce, dans les produits de tous les jours? Alors, on trouve différents inventaires sur Internet, c'est très intéressant. Donc, il y en a un notamment, ce sont deux associations de consommateurs européennes qui ont travaillé ensemble. Et ça, c'est une association américaine. Donc, en bleu, c'est les chiffres américains. En rouge, c'est restreint au marché européen. Donc, ils ont travaillé un peu de la même façon. Ils ont regardé sur Internet, en gros, les produits tels que le fabricant disait, il y a des nanoparticules, ça donne des propriétés, il y a des nanos dedans. Voilà. Ils précisent bien souvent que ce n'est pas forcément vrai, mais c'est ce que dit le fabricant. Voilà. Et ils ont traduit ça par secteur d'activité. Alors, il y a une bonne corrélation entre l'Europe et l'Amérique, hein. Donc, il y en a beaucoup dans la catégorie forme et santé, notamment tous articles de sport, par exemple, maison et jardin, pareil, sont souvent des matériaux, automobiles, nourriture et boissons, divers. Bon, électronique, c'est sous-estimé, parce qu'il y en a partout, mais simplement, personne n'a besoin de dire, mais le microprocesseur nanostructuré, c'est tellement évident qu'on ne le dit pas. Donc, ce truc-là n'est pas très correct. Produits électroménagers, produits pour enfants. Donc, vous voyez, il y a tout un ensemble de produits. Alors, ça date des années 2010-2011, c'est les plus récentes qu'on trouve sur Internet. Bon, je ne le montre pas sur ce transparent, mais évidemment, c'est quelque chose qui est en forte croissance. Il y a je vais parler de millions de tonnes depuis longtemps de nanoparticules, mais ce qui est en croissance, par contre, c'est les secteurs d'application, les matériaux dans lesquels on en ajoute pour leur conférer de nouvelles propriétés. Alors, si on regarde les particules utilisées, donc, il y a un truc qui est en très forte hausse, c'est le nano-argent. Donc, ce sont des petites particules d'argent. Bon, finalement, on peut dire que c'est la photographie. Avant, c'était la photographie le principal débouché de ces particules. Maintenant, c'est leur propriété bactéricide. Donc, on trouve de nombreux produits qui contiennent des particules d'argent qui leur confèrent des propriétés bactéricides. Donc, à l'origine, c'était plutôt, par exemple, dans les hôpitaux, hein, pour limiter les possibilités de transmission de maladies des hôpitaux, ou pour les draps des grands brûlés, si vous voulez, par exemple. Mais maintenant, on en trouve dans des tas de produits, des vêtements, des tétines, tout ce que vous voulez. Voilà. On trouve même des vêtements anti-radiofréquence pour ceux qui ont peur des ondes du téléphone, avec des nanoparticules d'argent qui vous protègent des ondes du téléphone. Enfin, on trouve des tas de choses.
Alors le carbone, alors souvent du noir de carbone, hein, le dioxyde de titane, bon, voilà, le silicium, le zinc, il y a un petit peu de particules d'or quand même. Voilà. Donc vous voyez, il y a un petit ensemble de nanoparticules finalement qui concentrent l'ensemble des applications, même si après il y a sans doute une longue traîne pour des cas particuliers. Bon, là, les industriels, bon, ils n'innovent pas forcément, ils récupèrent souvent les particules classiques, ils les intègrent dans leurs produits. Donc, à ma connaissance, justement, toutes les belles particules qu'on a vues tout à l'heure n'ont pas encore de débouché commercial. Mais bon, ça laisse rêver pour le futur. C'est la question qui a été posée. Alors, paysage industriel. Donc, alors, ce n'est pas très facile d'avoir des inventaires complets, parce qu'il y a différentes sources qui ne sont pas tout à fait d'accord sur les chiffres, mais les ordres de grandeur y sont. Donc ça, c'est un document très récent de la Commission européenne qui essaye de faire un peu un état des lieux en termes de production et de réglementation. Donc le gros, c'est donc j'ai pas tout mis, hein, j'ai pas mis le noir de carbone, mais sinon l'un des plus importants, donc c'est la silice qui sert pour faire du papier. Hein, il y en a dans le papier, pour renforcer des surfaces parce que ça leur confère une plus grande résistance, tout simplement. Ou dans les matières plastiques, pour charger les matières plastiques aussi, pour qu'elles soient plus résistantes. Donc souvent, c'est des protéines de surface ou mécaniques. Ça sert à polir, hein, simplement, parce que c'est de la silice très fine. Donc c'est comme du papier de verre, c'est aussi du verre, mais c'est en beaucoup plus fin. Donc quand on fait de la microélectronique, où on a besoin de faire des surfaces ultra planes, on se sert de ce genre de produit pour polir, ou pour faire des moules de précision, donc, parce que c'est nanométrique, donc c'est de la mécanique de précision. Et donc aussi dans la nourriture, ça sert d'anti-agglomérant, hein, dans certaines poudres, genre café ou sucre ou sel, et dans les cosmétiques. Autre produit, dioxyde de titane, donc on trouve dans les crèmes, j'ai mis en rouge un petit peu les protéines un peu spécifiques qu'on trouve en cosmétique, et notamment comme crème solaire, parce que c'est un excellent absorbant de la lumière solaire. Donc ça fait des crèmes solaires très efficaces. Donc il y a une application qui est en forte croissance aussi, c'est un produit lorsqu'on l'éclaire qui devient très réactif et donc qui a tendance à manger la pollution. Donc on commence même à faire des bétons qui en contiennent ou des verres. Il y a un verre très connu anti-pollution parce que ça fait donc une surface qui, dès qu'elle est éclairée, a tendance à manger les molécules organiques qui sont dessus. Ou alors pour le béton, il est même vendu pour détruire les oxydes d'azote dans l'atmosphère, donc nettoyer l'air. Voilà. Il y en a également dans la nourriture, comme renforcement de surface. Bon. L'alumine, ça a des points communs avec la silice, hein, c'est souvent de la mécanique. Ça sert aussi de retardateur de flamme, hein, ça rend les matières plastiques beaucoup moins inflammables, c'est quelque chose de très important. Il y a différentes façons de retarder les flammes, on peut mettre des composés bromés aussi, différentes choses, ou alors de l'alumine. Ça sert à faire bien sûr des céramiques, des cosmétiques. Voilà. Et les nanotubes de carbone, c'est plus modeste, plus récent. Mais ça a l'avantage de conduire l'électricité, même quand on n'en met pas trop. Donc, ça sert à rendre les matières plastiques conductrices. Alors, simplement pour faciliter la peinture, hein, qui se fait avec un procédé électrostatique, ou pour les rendre antistatiques. Ça va servir aussi à améliorer considérablement la durée de vie des batteries, hein, en tant que conducteur de l'électricité. Donc, vous voyez, vous avez déjà un ensemble assez conséquent de production et d'application de ces particules. Une autre façon de voir les choses, c'est une étude qui avait été faite dans le cadre d'un réseau européen. Ils avaient analysé 1200 firmes qui avaient déposé des brevets. Donc ici, vous avez par secteur. Donc le nombre d'entreprises qui avaient été identifiées, c'est dans les plus grosses. Et puis le pourcentage ici de brevets de ces entreprises dans l'échelle nano. Le message principal, c'est simplement dire qu'il n'y a pas d'industrie nano. Hein. Toutes les branches d'activité peuvent être intéressés par utiliser ce genre de technique. C'est un peu comme les technologies de l'information, vous savez, il y en a partout, ce n'est pas une industrie spécifique, à part bien sûr les gens qui produisent, hein, mais après c'est intégré partout. Voilà. Et si je voulais résumer, voilà, je dirais il y a un peu, autant qu'on puisse, il y a un peu la branche récielle des matériaux, si vous voulez, qui se fait dans la continuité. On rajoute des particules pour les renforcer, pour améliorer leur surface, donc c'est un peu ça se fait dans la continuité, souvent des nouveaux procédés. Donc souvent dans les entreprises dans ce domaine-là, dans les années 2000, je me rappelle, ne considérait pas qu'elles faisaient des nanos, elles faisaient comme depuis toujours, si vous voulez. C'est une branche un peu traditionnelle. Voilà. La branche de l'électronique, par contre, c'est une optique différente, hein, depuis 50 ans. Ils ont une feuille de route vers la miniaturisation, donc sont naturellement entrés dans l'ère nanométrique, parce que les dispositifs ont maintenant cette échelle-là. Vous avez aussi les applications médicales.
Alors elle, bon, simple, la médecine utilise toutes les techniques disponibles dans la mesure où ça peut améliorer la santé, hein, tout simplement. Donc là, il y a une branche qui est née il y a une vingtaine d'années qu'on appelle la nanomédecine. Donc, par exemple, utiliser cette technique pour faire des médicaments contre le cancer. Il y en a donc certains qui sont déjà sur le marché. Voilà. Il n'est pas facile de décrire les applications, mais on pourrait dire qu'il y a des secteurs, je veux dire, un peu nobles, un peu traditionnels, comme la santé, l'énergie, le développement durable. Ça peut être un moyen de substituer, c'est-à-dire qu'il y a des produits chimiques dangereux, de les remplacer par des retardateurs de flamme. Certains, finalement, sont retirés du marché parce qu'on se rend compte qu'ils sont nocifs aussi. Donc ça peut être un moyen de rendre un plastique résistant aux incendies avec un autre moyen. Voilà. Et vous avez des applications, alors c'est celles qu'on voit surtout qui frappent sur Internet. J'ai mis plus futile, j'ai mis entre guillemets parce que le mot futile dépend beaucoup de la personne qui le prononce et de son point de vue. Enfin, vous avez à la fois, je dirais, des médicaments et puis des sucettes ou des tétines en bactéricides, donc ce n'est pas tout à fait le même degré d'ambition, si vous voulez. Souvent, ou pas mal d'additifs alimentaires, donc souvent ce qui frappe sont les applications ici. Et souvent, les chercheurs vendent ces applications-là. Quand on fait de la recherche, on ne dit pas « je fais de la recherche pour faire des tétines de bébés bactéricides ». On dit souvent « pour améliorer la santé, pour le développement durable ». Mais après, le monde économique étant tel qu'il est, je veux dire, ces applications peuvent être utilisées pour n'importe quel produit. Voilà. Pas le chercheur, après, ne maîtrise pas forcément, même si souvent, donc, ce sont ces applications-là qui sont vendues. Voilà. Alors, il y a une étude aussi qui a été faite sur l'industrie en France, hein, qu'on trouve sur Internet. Alors, toutes ces études ont des biais, hein, mais elle a l'avantage d'exister, donc, parce qu'il n'y a pas de registre des entreprises qui font des nanotechnologies en France. Hein, donc, c'est une analyse qui a été faite sur Internet, puis après par des entretiens, hein, des discussions avec les chefs de ces entreprises. Donc, il y en a, je ne sais plus, entre 130 et 190 en France. Hein, donc, entre 40 et 50 qui fabriquent des nanoparticules. Donc ça représente un tonnage de 135 000 tonnes. Hein. C'est à comparer aux 10 millions de tonnes de la production mondiale. Donc du TiO2, l'oxyde de cérium, qui est utilisé pour les moteurs diesel, hein, par exemple, de la silice. 22% font des couches minces, des revêtements, et d'autres des nanotubes. Voilà, il y en a une très célèbre en France, hein, qui est Arkema, hein, qui fait des nanotubes. Voilà. Il y a une autre filière qui est celle de l'intégration, c'est-à-dire qu'on a fait ces nano-objets, on les intègre dans des matériaux. Et donc, il y en a à peu près autant qui intègrent ça, par exemple, dans des matières plastiques, qui fabriquent des matériaux. Et ensuite, dernière branche, les entreprises qui utilisent ces matériaux pour les mettre dans des produits, et puis finalement, le consommateur est là, quoi. Il y a toute une chaîne. Voilà. Alors ça, c'est une photo qui date d'1 an, mais la situation est amenée à évoluer, parce qu'avec l'explosion des applications possibles, si vous voulez, ce n'est pas une image statique. Oui, donc les secteurs industriels en France, les entreprises, en nombre d'entreprises, c'est le BTP, parce qu'il y a pas mal d'additifs pour les bétons, hein, tout simplement, genre nanosilice, le transport, notamment les pneus, hein, si vous voulez, les additifs pour le carburant, la santé, le luxe, hein, pas mal de les cosmétiques, l'agroalimentaire, énergie, oui, tous ces secteurs-là, donc, y compris 2-3 entreprises dans le domaine des écotechnologies. Voilà. Donc c'est une palette également très, très variée. Alors je vais peut-être un peu vite, j'en suis aux effets sur la santé. Donc je vous ai parlé d'innovation, mais en étant très, très général, parce qu'il y a des centaines d'exemples possibles, hein, montrant les intérêts. Donc je vais plutôt citer le point de vue de l'industriel, les tonnages, les grands secteurs. Et je vais vous parler maintenant des effets sur la santé, parce qu'évidemment, je pense que vous posez cette question après la première partie de mon exposé. Il y a également donc un questionnaire autour de ces nanoparticules qui est né, alors on dit souvent au début des années 2000 avec l'essor des nanotechnologies, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mouvements au début des années 2000, même si certains s'en préoccupaient depuis bien avant, notamment à travers la pollution atmosphérique. Voilà, mais c'est un sujet qui est plus ancien, par exemple, donc comme je vous le disais, il y a le cas de l'amiante, hein, qui est très, très connu. Donc ce ne sont pas tout à fait des nanoparticules, hein, ce sont des fibres qui sont plutôt micrométriques, mais il existe aussi des fibres d'amiante qu'on appelle ultra fines, hein, qui sont plutôt donc, de l'ordre de la centaine de nanomètres, qu'on a identifié assez rapidement, mais ça a mis beaucoup de temps finalement à l'interdire, et ce n'est pas interdit du tout partout encore dans le monde. Hein. Donc on s'est rendu compte que ça causait certes des cancers de la plèvre en particulier, aussi d'autres pathologies.
Et actuellement, on estime qu'il y a à peu près 1000 décès par an, donc depuis 65, entre 65 et 95, qui sont dus à des conséquences des expositions des populations et des travailleurs à l'amiante. Voilà. C'est reconnu comme maladie professionnelle depuis 1945, interdit en France depuis 1997. Voilà. Disons, c'est une première cause qu'on cite souvent comme cause d'inquiétude quand on évoque les nanomatériaux, en disant qu'il y a quand même des précédents historiques qui montrent qu'un matériau donc, composé dans ce cas-là de micro-composants miracles, enfin, ça a vraiment beaucoup d'avantages l'amiante, mais ça a aussi pas mal des inconvénients qui font qu'on l'a interdit. Il y a donc aussi la question des particules fines qui nourrit ce questionnement. On en parle depuis les années 90. Donc des particules fines, donc j'ai mis ici PM2,5, c'est des particules qui font 2500 en dessous de 2500 nanomètres. Donc c'est un peu plus gros que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais pas tellement. Parce qu'en dessous, on les considérait pas. On considérait surtout dans le monde de la pureté de l'air celles de 10 000, les PM10 qui font 10 microns, donc 10 000 nanomètres, et les PM2,5 qu'on appelait les particules fines, donc plus petites que 2500. Voilà, donc il y a un seuil d'ailleurs de concentration fixé par l'Organisation mondiale de la santé qui dit que dans une ville normale, la réglementation, ça devrait être 10 microgrammes par mètre cube. Donc dans les villes françaises, on est un peu au-dessus. D'ailleurs, ça fait la une des journaux ces derniers temps. On est plutôt à 20, si j'en peux bien. Bon, puis il y a des cas comme Pékin où c'est carrément 100, si vous voulez. Voilà. Ou d'autres villes qui sont... Ça dépend aussi beaucoup de facteurs, notamment dans le climat. Voilà. Et on s'est rendu compte aussi, alors c'est beaucoup moins tranché que l'amiante, mais que ça avait un effet aussi. Donc il y a des études épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on compare les populations, leur santé, l'exposition qu'elles ont. On s'aperçoit que quand on augmente la pollution d'une ville de 10 microgrammes par mètre cube, on augmente de 12% la mortalité, les risques de mortalité par maladie cardiovasculaire. Donc il y a un effet sur la santé, c'est clair. Bon, puis on estime qu'en Europe, la pollution des villes européennes, ça c'est une étude européenne qui a été faite, coordonnée par l'Institut de veille sanitaire, on perd quelques mois à partir de 30 ans. On ne prend pas la mortalité avant. Quelqu'un qui a 30 ans perd quelques mois d'espérance de vie en moyenne à cause de ces particules. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un questionnement sur les nanotechnologies en général, qui est même beaucoup plus large que celui de la toxicité des matériaux. C'est associé à d'autres questionnements comme sur les nouvelles technologies en général. Mais il y a aussi des précédents qui font qu'il faut être vigilant. Alors, maintenant, puisque je parlais de risque, je vais essayer c'est peut-être un peu de basique à ce que j'entends, mais qu'est-ce que c'est qu'un risque? C'est vrai pour tout, c'est vrai pour la chimie, pour les ondes du téléphone. C'est le résultat de deux choses, c'est d'un danger. Donc, chaque objet physique ou substance présente un danger qui dépend que de ce produit, indépendamment de l'espèce humaine, je dirais. C'est son activité biologique, souvent. En gros, ça dépend de l'espèce, voilà. Et il y a aussi l'exposition, ce qui fait que quand vous êtes au travail ou dans la vie de tous les jours, est-ce que quelque chose fait que vous êtes exposé à cette substance ou à ce matériau? Donc, finalement, ça peut être la concentration d'un gaz, par exemple, dans l'air, ou l'exposition à votre téléphone. Voilà. Donc, ça s'illustre bien, si vous voulez. Le lion, c'est le danger. L'exposition est régulée par la cage. Si vous voulez, s'il n'y a pas la cage, ça change beaucoup le risque. Voilà. Donc, quand on travaille sur le risque, on travaille sur ces deux notions. Voilà. Alors, l'exposition, donc que ce soit de la chimie ou là des nanomatériaux, elle est très variée. D'abord, elle peut être, il faut que ça rentre dans le corps, en général. Donc, c'est par inhalation quand on respire, par ingestion, quand on mange, ou ça peut être des particules un peu lourdes qui se déposent dans la gorge et qu'on avale, c'est aussi une source importante, ou cutanées. Voilà. Donc ça peut être dans la vie quotidienne, issu de produits, de l'usure de nanomatériaux et de particules dans l'environnement. Donc ce sont des sources d'exposition dans la vie quotidienne pour les particules. Ou au poste de travail. Donc il y a des procédés qui en génèrent. Le soudage à l'arc, par exemple, ça en génère beaucoup. La combustion, simplement. La manipulation de nanopoudre. Dans certains postes de travail, on manipule des grands sacs de nanopoudre. Ou l'usinage. Quand on usine nanomatériaux, il est susceptible de recracher des particules. Donc le premier élément pour regarder travailler de risque, c'est cette exposition. Voilà. Il y a un autre élément, alors, qui est, je vous ai parlé de risque pour l'humain, mais maintenant on parle aussi d'écotoxicité, c'est-à-dire le risque pour l'environnement, qu'on peut pas, on ne peut pas ne parler que de l'humain. Donc tous les produits qu'on consomme, qu'ils soient chimiques ou autres, ils finissent en décharge ou à l'égout, ils se retrouvent dans l'environnement tôt ou tard. Donc, ça peut être des rejets pendant la fabrication, pendant l'utilisation, toutes sources, ou en fin de vie, simplement, quand on se débarrasse du produit. Et se pose la question, pour tous,
de leur devenir, de leur persistance dans l'environnement. Certains se détruisent facilement, d'autres pas. Donc c'est le cas de certaines substances chimiques comme le DDT qui sont presque indestructibles, d'autres qui disparaissent très vite. Et leur effet sur les écosystèmes. C'est-à-dire que certaines substances peuvent affecter les écosystèmes, d'autres pas. Donc il y a des cas très connus de substances chimiques qu'on a interdites suite à leur effet sur les écosystèmes. Souvent, il faut un certain temps pour s'en rendre compte. Et quand on étudie les risques, on s'appuie sur un certain nombre d'outils. Donc souvent, il y a 3 étapes. Identifier le danger, est-ce qu'on regarde si quelque chose est dangereux ou pas. On définit les relations dose-réponse. Certains produits sont très toxiques à des doses très très faibles, alors que d'autres à des doses plus grandes. Donc on regarde aussi de quelle dose on parle. Et si on double la dose, est-ce que les effets augmentent? Il peut y avoir des effets complexes. Voilà. Et on évalue donc l'exposition, parce qu'on peut voir les choses très dangereuses, mais on n'est jamais confronté à ça. Voilà. Et il y a toute une palette d'outils qui sont utilisés lorsqu'on veut étudier les risques. Donc je vais vous en parler d'une partie d'entre elles. Donc, des études in vivo, c'est-à-dire qu'on fait des tests sur des animaux, souvent des rongeurs, ou ça peut être des poissons, ou des animaux représentatifs des écosystèmes, ou alors sur des cultures de cellules. De plus en plus, on tend à utiliser des cellules, évidemment pour des raisons éthiques, mais l'effet d'un toxique, parfois c'est systémique, c'est des interactions entre différents organes. L'étude sur les cellules ne répond pas forcément à toutes les questions, même si de plus en plus on essaie de rajouter des modèles numériques. Voilà, mais pour l'instant, les deux existent. L'épidémiologie, alors ça, je dirais, l'humain n'est pas un animal de laboratoire, mais on peut étudier, ça se fait pour beaucoup de choses, beaucoup de substances chimiques ou de nuisances. On compare on peut prendre par exemple 2 populations, une population et une autre qu'on appelle une population témoin. On sait que dans la population qu'on étudie, celle-ci est exposée à un certain nombre de substances. Par exemple, ça peut être des gens qui vivent au centre de Paris, d'autres qui vivent à la campagne, par exemple. Et on regarde les gens malades pour une certaine maladie, puis on dit, voilà, quand il y a telle exposition, ça augmente de tant de pourcents le risque d'avoir cette maladie. Enfin, je simplifie un petit peu, mais c'est un peu le modèle qui a servi à montrer qu'on perdait quelques mois d'espérance de vie avec les microparticules. Voilà. Les cas témoins, alors là, par contre, souvent, on étudie des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, parce que souvent, les maladies sont quand même pas si fréquentes que ça. Donc, pour voir un excès de maladies dues à une exposition, souvent, donc pour que ça soit pas juste lié à la chance ou au hasard, il faut mettre beaucoup de personnes pour dire, voilà, c'est un effet réel. Voilà. Il y a beaucoup de débats dans la littérature scientifique, y compris l'affaire sur les OGM et le maïs de l'affaire de Serralini, vous connaissez sans doute. Il y a eu tout un débat sur est-ce que prendre d'IRA, c'était suffisant ou pas. Voilà. Les cas témoins, alors là, on a quelqu'un qui est malade, par exemple, et on essaye de l'interroger pour lui demander finalement, il remplit des questionnaires, voir ce qu'il a mangé, ce qu'il a respiré. Souvent, on a une idée en tête, bien sûr. On ne lui dit pas pour ne pas biaiser le résultat. Donc on étudie que les gens malades, à la fois dans une population témoin et dans une autre, on essaye de regarder si les gens malades, effectivement, dans leur vie, ont été plus exposés à quelque chose. Voilà. Là, c'est plus facile parce que dans une cohorte classique, vous avez des milliers de personnes. Là, on ne se concentre que sur les personnes qui sont atteintes. C'est souvent des choses plus petites. Par contre, il y a des biais. Voilà. Bon, on en parle, c'est connu pour le médicament, mais des alertes aussi. Quand un produit est dangereux, on le retire du marché. C'est aussi... Bon, ça arrive, si vous voulez, c'est aussi une méthode de savoir. Les mesures dans l'environnement et les biomarqueurs, c'est-à-dire qu'on fait sur des volontaires des prélèvements pour voir dans leur sang la présence de telle ou telle substance chimique. Donc il y a toute cette palette pour regarder à la fois les expositions des populations à telle ou telle nuisance et les effets sur le vivant. Donc c'est une méthode, je dirais, c'est traditionnel en chimie, mais c'est utilisé aussi pour les nanoparticules. Alors, je vais peut-être déjà parler des expositions. Alors, peut-être vous vous demandez comment on mesure les nanoparticules. Alors, en fait, ce n'est pas très difficile. On mesure très bien les molécules, on peut mesurer les nanoparticules. Il y a différents appareils qu'on trouve dans le commerce, qui ne sont d'ailleurs pas d'un coût exorbitant. Alors, la méthode peut-être la plus simple et plus facile à comprendre, c'est le filtre. Je mets un premier filtre pour enlever les gros morceaux. J'aspire à travers un filtre et puis je regarde sous un microscope électronique. Alors, ce n'est pas une mesure en temps réel, on laisse ça une semaine, on regarde au laboratoire. Ça permet de regarder la forme, la composition chimique, disons beaucoup de choses. Par exemple, quand on a des particules dans l'air, on peut regarder ce qui vient des feux de bois ou ce qui vient des automobiles, par exemple, à Paris. Je crois que c'est moitié-moitié à peu près. Ça permet même de voir l'origine de ces pollutions. Voilà. Donc, première méthode. Deuxième méthode, moi j'aime bien celle-là, c'est l'impacteur, c'est aussi facile à expliquer. On aspire toujours à travers un tuyau, et vous avez un certain nombre d'étages.
Et en fait, cette état, c'est une chicane. Vous voyez, l'air est obligé de faire ça. Et en fait, les grosses particules ratent le virage, quoi, en gros. Ah, vous voyez, c'est comme le camion, il va se planter au premier virage, la voiture au deuxième et le vélo au troisième. Donc là, on les charge électriquement et on collecte le courant finalement. Et donc c'est un appareil qui n'est pas très gros et on le met dans une pièce, ça permet de voir à peu près un spectre de particules. Voilà. Il y en a beaucoup d'autres, hein, des méthodes, je ne vais pas tout citer, simplement c'est pour vous montrer le genre d'appareil qui se trouvait dans le commerce, donc pour voir à quoi on expose. Alors ça c'est dans l'air. Alors lorsque c'est dans l'alimentation, c'est un peu plus difficile, hein, parce que un aliment c'est composé que de nanostructures, sinon ça ne serait pas un aliment d'ailleurs. Donc on peut être amené à chercher donc, des particules extérieures, genre silice, c'est quelque chose qui est pour l'instant moins routinier, mais je pense que tôt ou tard ça va se développer, ça va être nécessaire à cause de la réglementation. Voilà, pour l'instant, par exemple, on peut voler un synchrotron, enfin, c'est des mesures assez lourdes. Voilà. Donc, une fois qu'on a exposé ces particules, comment rentrent-elles dans l'organisme ? Donc la question qui se pose, c'est pénètre-t-elle par la peau ? Qu'est-ce qui se passe quand on mange un aliment qui en contient ? Donc ça passe dans la paroi de l'intestin, donc il y a des chercheurs qui étudient est-ce que ça passe par l'intestin ou est-ce que ça sort directement, si vous voulez. Ou ce qui a fait le plus d'objets d'études, c'est l'inhalation. Hein, notamment parce je dirais, ça vient de la pollution atmosphérique et puis c'est une source d'exposition très, très, très importante. Voilà. Alors, bon, il y a quelques résultats, je dirais, qui sont basiques pour les nanoparticules importants. C'est déjà quand on respire, donc l'air, il va jusqu'aux alvéoles. Et vraiment, on a tout un système de défense contre les particules, hein, parce qu'on a coévolué avec les particules, hein, finalement, je veux dire, il y en a plein. Donc, le corps contient un système de défense, donc il y a du mucus, des cils qui tendent à faire remonter les particules, jusqu'aux alvéoles pulmonaires qui contiennent des macrophages, enfin des cellules qui sont chargées de bouffer les particules qui ont réussi à passer, si vous voulez. Et donc il y a des modèles numériques qui ont été confortés par des études qui montrent un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc ici vous avez la taille de la particule. Hein, donc ça va de 10 microns, donc les grosses particules qu'on trouve dans l'air, jusqu'à 1 nanomètre. Donc les choses qui s'échapperaient des tubes à essai qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et quand on regarde donc, le rouge ici, donc c'est ce qui se passe en haut. Donc, il y a un dispositif très efficace. Les grosses particules sont bloquées en haut, hein, dans le nez, dans la gorge, très vite. Et elles sont plutôt ingérées, hein, dans ce cas-là. Voilà. Ensuite, et puis le haut, donc la gorge retient aussi beaucoup. Paradoxalement, les nanoparticules sont bloquées aussi dans le nez, hein, parce que c'est presque un gaz quand elles sont petites. Elles se collent sur la paroi du nez et c'est tout. Voilà, ici. Mais une partie d'entre elles, donc, comme c'est un gaz finalement, comme l'air, hein, ça va jusqu'aux alvéoles. Donc, la courbe rouge ici vous dit que les nanoparticules sont absorbées au niveau des alvéoles, au niveau du nez. Voilà. Et le message important, c'est ce qui passe le mieux. Les grosses particules et les moyennes ont tendance à être bloquées en route. Et ce qui passe le mieux, donc, c'est les nanoparticules. Donc, c'est ça qui est inquiète, c'est-à-dire que le mécanisme de défense est efficace, mais moins que pour d'autres particules. Et après, entrent en jeu d'autres mécanismes donc de digestion de ces particules. Et suivant le cas, il est efficace ou pas. Je y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Donc souvent, quand un animal est exposé à ces particules, on s'aperçoit qu'il y a une réaction inflammatoire. Quand il y a à de très fortes doses, effectivement, il y a une surcharge du système qui sert à nettoyer les alvéoles pulmonaires. Voilà. Il y a encore beaucoup d'inconnus en recherche. Donc le passage il y a des études, mais je veux dire, il n'y a pas encore un grand corpus de connaissances sur la manière dont, une fois que c'est ingéré dans la alvéole, comme ça passe dans le sang et les différents organes. On le sait, on le voit, on le mesure, mais il n'y a pas encore une connaissance. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Voilà. Et les transferts donc, d'un compartiment du corps à l'autre ne sont pas toujours bien connus à cause de la diversité des cas possibles. Voilà. Alors, disons qu'il y a des études de danger maintenant. On confronte des cellules vivantes à des nanoparticules. Donc, hein, on cultive des cellules là, dans des petites boîtes et on les expose à différents types de nanoparticules. Donc, il y a une quantité très importante de publications sur ce sujet. Mais ça se heurte à une difficulté, c'est que ces nanoparticules ont tendance assez naturellement à se coller entre elles. Il y a des forces d'attraction. D'ailleurs, on voit bien sur les photos de tout à l'heure, elles étaient souvent collées entre elles. Donc, elles ont assez facilement tendance à s'agréger. Donc, en fait, ce qui est difficile, c'est d'avoir une dispersion stable. Et quand on expose une cellule,
de savoir quand elle expose à des agrégats qui sont en fait des grosses particules ou à des petites. Ça dépend beaucoup de la nature chimique de ces particules et des protocoles, ce qui fait qu'actuellement, il y a encore une dispersion de leurs résultats qui est due à ces choses-là, aussi bien dans les modèles de cellules que les modèles animaux. Voilà. Par contre, ce qu'on voit dans beaucoup de publications, souvent, c'est que ces particules sont capables de pénétrer. Alors, c'est à peu près à l'échelle. Hein. Une cellule, c'est à peu près 10 000 nanomètres. Une particule, donc c'est entre 10 et 100. Donc, c'est petit devant une cellule. Donc, on s'aperçoit qu'elles sont capables de rentrer. Alors, il y a plusieurs mécanismes. Hein. Quand elles sont petites, elles rentrent par diffusion. Elles peuvent être même phagocytées, quand la cellule est un macrophage. Ou alors, elles peuvent, il y a ce qu'on appelle l'effet cheval de Troie. Quand elles sont enrobées de protéines, parfois la cellule croit que c'est un truc à absorber, elle l'absorbe avec la particule au milieu. Donc, il y a différents mécanismes qui sont étudiés d'intégration de ces particules dans les cellules. Voilà. On observe effectivement des effets. Bon, je ne vais pas vous effrayer, mais c'est la même chose en chimie. Hein. Quand on met une substance chimique sur une cellule, on voit des effets aussi. Je ne vais pas vous diaboliser les nanomatériaux par rapport à la chimie, mais c'est des études qui sont très proches de ce que fait la chimie, à ceci près pour la chimie, on n'a pas ce problème. Hein. Quand on verse une goutte de liquide, c'est une goutte de liquide qui se disperse, qui rentre en solution, ou quand elle ne l'est pas, on se débrouille pour que ça le fasse quand même. Quand c'est des particules, moi je visualise ça un peu comme une poignée de poudre qu'on met et ça se colle parfois, ce n'est pas très reproductible. Mais on voit donc des effets. Alors, l'un des mécanismes les plus connus, c'est simplement quand ça rentre, ça fait une chimie bien spéciale, ça crée des espèces oxydantes qui ont tendance à endommager des protéines ou de l'ADN. Donc ça crée des réactions chimiques finalement qui créent des dégâts. Ou au niveau d'un organe, ça s'appelle une réaction inflammatoire, c'est-à-dire que l'organe essaye de se défendre, donc il y a une inflammation, enfin la même, celle qu'on connaît au sens classique du terme. Voilà. Il y a également d'autres mécanismes. Hein. Ça peut aussi interagir, comme c'est à peu près la même taille avec des protéines ou avec l'ADN lors de la division cellulaire. Donc on observe un certain nombre d'effets. Voilà. Alors, pour l'instant, il y a beaucoup de travaux qui sont faits. Mais donc, première difficulté, c'est d'avoir des particules de bien quantifier l'exposition, parce que très souvent, ça se fait avec des doses massives pour voir quelque chose. Hein. Pas des doses qui sont justement compatibles avec les expositions, mais on cherche déjà à voir quelque chose, à comprendre un mécanisme. Et dans ce cas-là, on ne s'occupe pas trop de l'exposition, c'est-à-dire qu'on met le paquet, ça finit bien par faire quelque chose. Et le plus embêtant, c'est le manque de caractérisation. C'est-à-dire une substance chimique, c'est quelque chose d'assez simple. Quand on dit un nom, là, c'est quelque chose de bien connu. On connaît la structure moléculaire, c'est une chose bien précise. Quand je vous dis nanoparticules de silice, ça peut être des dizaines de choses différentes en fonction de leur forme, de leur structure cristalline, enfin, du quartz aussi, ou d'un enrobage chimique. Ce qui fait que, ou même ça dépend du fabricant, en gros. Ce qui fait que ce n'est pas une espèce universelle et que souvent les chercheurs qui travaillent utilisent des particules différentes et voient des effets différents. Il est assez difficile de savoir si c'est dû à l'exposition qui est différente, à l'espèce chimique qui est différente, au type de cellule. Donc actuellement, c'est des connaissances qui sont en train de se construire. Et donc il y a, même si souvent il y a quand même un corps de consensus, il y a quand même beaucoup de débats et d'inconnus. La plus grosse, sans doute, c'est justement le fait que ces particules soient différentes. Donc, il y a des réflexions actuellement pour avoir un peu des espèces étalons, si vous voulez, que tous les chercheurs utiliseraient pour faire leurs études, par exemple. Donc, finalement, c'est ce que je voulais dire ici. Donc, déjà, quand on veut les caractériser, souvent il y a des sources multiples. Hein. Il y en a plein dans l'environnement. Donc, quand dans une usine, on veut mesurer les nanoparticules venant du procédé de fabrication, elles sont noyées dans un bruit de fond de particules autres, si vous voulez. Donc, il y a parfois des difficultés de mesure pour l'exposition. Enfin, pas parfois, toujours. Il suffit qu'il y ait un fumeur dans une pièce pour que ça fasse exploser le compteur, hein, par exemple. Enfin, exploser, je veux dire grimper le compteur au plafond. Donc, ces particules, contrairement à une molécule, finalement, ont des tas de particularités qui font qu'il n'y en a pas deux pareils. Voilà. Et puis il y a des cas où on sait que ça compte. Hein. La silice amorphe n'est pas très dangereuse, mais le quartz cristallin est très nocif, par exemple. Voilà. Donc il y a des cas connus comme ça. Et puis donc, comme je vous ai dit, souvent elles s'agglomèrent entre elles, et on ne sait plus trop de quoi on parle. Hein. Est-ce qu'on parle de nanoparticules ou de gros agrégats micrométriques? C'est pas très facile, là. Voilà, donc je vais vous parler pendant 2 slides, peut-être d'un cas un peu plus en détail, ce cas des nanotypes de carbone, qui est peut-être l'un des cas les plus discutés, parce que c'est un matériau qui est émergent. Si vous voulez, il y a le noir de carbone, la silice, on travaille dessus aussi, mais c'est des choses qui sont en vente depuis un siècle, assez naturellement, comme en chimie. On se préoccupe surtout des espèces émergentes où on n'a pas de recul.
Donc il y a beaucoup de littérature et de travaux sur le tube de carbone. Donc, bon, d'ailleurs, l'agence à laquelle j'appartiens a fait un état des lieux, hein, il y a à peu près 1 an ou 2 sur ce sujet. Je vous expliquerai si vous avez des questions comment on fait d'ailleurs. Donc ces objets-là, c'est de 1 à quelques dizaines de nanomètres parce qu'il y a plusieurs formes de nanotubes. Hein. Ça peut être un tube, des tas de tubes concentriques. Et la longueur, ça peut être de quelques centaines à des nombreux milliers de nanomètres. Voilà. Donc déjà, il n'y a pas un nanotube, il y en a des tas. Et d'autre part, comme on les fabrique souvent avec des catalyseurs métalliques, certains en contiennent en proportion non négligeable. Voilà. Donc, premier grand sujet d'étude, c'est comment ça se distribue dans l'organisme, hein, quand on en absorbe, où est-ce qu'ils vont. Peut-être l'important, c'est le rouge. Les résultats sont obtenus. J'ai aussi des résultats qui sont obtenus avec des expériences différentes, avec des nanotubes différents, hein, ce qui ne sont pas normalisés, ces nanotubes. Donc, ce qui se passe, ce n'est pas la somme de tout ce que je vous montre. Hein, c'est un exemple, c'est une suite d'effets qui sont observés. Donc, quelque chose comme qui revient souvent, c'est quand on fait inhaler ou qu'on instille dans la trachée, parce qu'une fois de plus, comme ils s'agglomèrent en route, on ne voit pas grand-chose, on s'aperçoit qu'ils s'accumulent dans les alvéoles et ils sont éliminés lentement par les poumons quand on expire, mais la durée de vie, c'est de quelques mois, quoi. Voilà. Et quand les tubes sont très grands, ils restent, hein, comme les fibres d'amiante. On voit un effet assez proche de celui des fibres d'amiante quand ce sont des grands nanotubes rigides. Voilà. Quand il est ingéré, le nanotube, il sort par les voies naturelles. Hein, voilà. Quand c'est une injection intraveineuse, alors ça dépend, alors ça c'est intéressant, ça dépend de l'équipe. Donc, en science, c'est souvent ça, il y a des connaissances qui se construisent, donc les gens ne sont pas d'accord et ça prend un certain temps. Alors on ne sait pas s'ils ne sont pas d'accord parce qu'il y a une équipe qui est mauvaise, si c'est parce que on pense plutôt, on est poli, que c'est parce que les nanotubes sont de nature différente, hein, c'est souvent ça qui se passe. Donc certains voient une accumulation dans le foie, c'est souvent un organe qui sert à détoxifier, donc qui accumule les toxiques, hein, c'est assez courant. Mais certains ne voient rien, hein, ils voient qu'ils ne s'accumulent pas. Voilà. Bon, voilà, si ça peut vous rassurer, personne ne voit que ça s'accumule dans le cerveau. Hein, c'est plutôt les différents organes dans le foie. Voilà. Donc on en est là, si vous voulez, à réfléchir aux différents modes de transfert dans le corps. Voilà. Mais je crois que l'important, ce qui est quand même bien vu, c'est le rôle, si vous voulez, de l'inhalation. Voilà. Alors l'effet sur la cellule, donc il y a déjà une trentaine de travaux, enfin c'était encore là, il y a 2 ans, hein, qui étaient inventoriés, avec des résultats contradictoires, de gens qui voient des effets, des gens qui ne voient rien. Donc, voilà. Je vous rassure, ça existe en chimie. Et il y a un cas typique, c'est aussi l'effet des ondes électromagnétiques du téléphone. Hein, si vous voulez, c'est un exposé réduit aux nanomatériaux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des grands questionnements quand on étudie les risques dans différents sujets. Voilà. Ce qu'on voit clairement, c'est que ces nanotubes vont dans les cellules. Hein. Alors, avec des mécanismes qui dépendent de leur taille. Les très grands, ce n'est pas comme les très petits. Les effets dépendent du type de nanotube, de sa taille, de la présence d'un catalyseur métallique ou pas à l'intérieur, parce que parfois on peut les purifier. Et on voit des effets toxiques. Alors, c'est aussi controversé, mais il y a quand même un certain faisceau de preuves donc, sur des particules. Les nanotubes minces se comportent comme l'amiante, ils ont tendance un peu à embrocher, si vous voulez. Ils ne peuvent pas être phagocytes, ils ne peuvent pas être absorbés par la cellule, ils font des dommages. Et dans certaines études, on voit clairement un effet, donc ça déclenche l'apoptose, et non pas la pose de la cellule, hein, qui se suicide, si vous voulez, ou alors un ralentissement de la croissance de ces populations. Voilà. Donc ça, c'est l'étude sur les cellules. Alors il y a aussi des études sur les animaux, il y en a une vingtaine. Donc on instille souvent les nanotubes dans la trachée d'un animal pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc ça simule le cas le pire d'inhalation, hein, c'est-à-dire qu'on bypasse les processus de protection. Et on voit effectivement une inflammation pulmonaire, quand c'est des nanotubes assez longs et rigides, des fibroses, des choses, donc, comme je dis, il y a un effet fibre donc, qui est proche de ce qu'on voit avec certaines fibres comme l'amiante. Voilà. Voilà, mais toutes ces études, donc, il faut bien voir que, contrairement à un gaz en chimie, c'est des études où on force l'effet en instillant directement dans la trachée, mais il est très difficile d'avoir une exposition en disant, voilà, ça serait comme ça dans la vie de tous les jours. Hein. Si je jetais en l'air un flacon de nanotube ici, je veux dire, on ne pourrait pas extrapoler ces résultats différemment parce qu'ils ont tendance à se coller, si vous voulez. Bon, voilà. Alors, écotoxicité, c'est-à-dire qu'on a aussi fait des tests sur des animaux présents dans l'environnement, sur des plantes, hein, voir qu'est-ce qui se passe. Bon. Et on voit des effets contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a certaines graines de végétaux qui semblent même aimer ça et croître plus vite lorsqu'il y a des nanotubes, et d'autres, au contraire, qui en meurent.
On voit aussi certains organismes aquatiques ou le ver de terre. Donc, dans certains cas, il y a des effets, dans d'autres, il n'y en a pas. Donc, c'est assez classique aussi en chimie. Si vous voulez, il y a des effets variables. Bon, et ça, c'est des doses qui sont... Donc, les doses où on voit des effets, c'est des microgrammes par gramme. C'est typiquement des doses 1000 fois plus élevées que les normes pour les métaux dans l'eau. Hein. Par exemple, ce sont quand même des concentrations qui sont élevées. Pour mettre ça dans l'environnement partout, je veux dire, il en faudrait. Hein. Voilà. Donc souvent, comme je vous disais, ces essais sont faits à très forte dose parce qu'on essaye avant tout de comprendre et de voir les effets. Voilà. Le vrai risque, c'est normalement ces effets-là, mais pondérés avec l'exposition. Voilà. Donc là, c'était un peu un état de l'art. Alors, il n'y a pas de conclusion parce que c'est un savoir qui est en train de se construire, hein, c'est très clair. Par contre, la réglementation, elle n'attend pas le savoir. Hein. C'est bien ça d'ailleurs la difficulté dans toutes les affaires de gestion de risque. Donc, on évalue le risque, à un moment donné, on fait une photographie des connaissances, et le législateur, lui, il doit décider quelque chose. Il ne peut pas dire à la population, hein, attendez, on va comprendre, on fera la loi quand on aura compris. Donc, il y a un certain nombre de réglementations qui existent. J'en donne que quelques exemples. En chimie, il y a une réglementation qu'on appelle REACH, qui date de 2007, où désormais, donc, les substances qui sont produites à un volume supérieur à la tonne doivent être déclarées et étudiées, si vous voulez, par la personne qui la commercialise pour voir les dangers. Donc, c'est progressif, hein, parce qu'il y a donc 30 000 substances. Alors, il y avait une réglementation avant, on ne part pas du vide juridique, mais la réglementation précédente favorisait les nouvelles substances, c'est-à-dire que tous les produits chimiques anciens, bon, ils sont là, et avant, la démarche, c'est de dire les nouveautés, les innovations, il faut les étudier. Premier inconvénient, ça ne veut pas dire que les anciens produits ne sont pas dangereux. Le deuxième, c'est que ça freine complètement l'innovation parce qu'un industriel a intérêt à utiliser un ancien produit. Maintenant, tout le monde est sur le même plan, mais ça va prendre, si vous voulez, il y a un plan d'implémentation croissant, hein, en fonction de la dangerosité potentielle, du tonnage, donc, pour se mettre à jour. Donc, c'est progressivement. Voilà. Et donc ces dossiers sont après évalués donc, sur leur conformité. Et puis donc, les États peuvent émettre des risques, dire cela doit être interdit parce qu'il est dangereux, des choses comme ça. Donc après, il y a aussi un système d'enregistrement et après donc, de possibles interdictions, restrictions d'usage. Voilà. Et pour les substances très dangereuses, il y a aussi une procédure spéciale d'autorisation parce que certains produits sont très dangereux, ne peuvent pas être substitués, sont importants. Hein, et donc il y a une réglementation spécifique. Voilà. Donc là, le premier réflexe, c'était de dire, on va utiliser cette réglementation REACH, quel avantage d'être exhaustif aux nanomatériaux. Simplement, ça pose des questions. D'abord, le seuil d'une tonne, pour les produits chimiques, ça se comprend, mais est-ce que c'est le bon seuil, hein, pour dire on peut importer 999 kilos et puis on n'a pas de problème. Donc, est-ce que c'est adapté? Alors, une vraie difficulté qu'on a actuellement, c'est est-ce que donc un nanotube de carbone, c'est une substance à part du graphite, c'est-à-dire que il y a deux attitudes industrielles, c'est de dire, moi j'ai demandé l'autorisation pour le dioxyde de titane tout court, quand il est nanométrique, c'est la même chose, je ne fais pas une déclaration. Donc il n'y a pas de règle très claire pour l'instant pour dire quand est-ce qu'un nanomatériau est une substance à part. Puis même s'il l'était, je veux dire, s'il y en a un deuxième qui est un tout petit peu différent, est-ce que c'est encore à part? C'est-à-dire que si c'était, par exemple, la silice dont je parlais tout à l'heure, il pourrait y avoir, par exemple, 100 ou 1000 autorisations de silice différentes, ce qui revient à peu près au cas des médicaments, où chaque médicament est traité au cas par cas. Voilà. Voilà. Et puis bon, comme je vous le disais, les tests pour les produits chimiques sont quand même pas loin de ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on utilise des tests très proches, hein, pour la toxicité des nanoparticules, mais il y a quand même donc des difficultés pour essayer de normaliser les procédés, finalement, quand on expose une cellule, pour avoir des expositions en produit. Parce que pour qu'un test soit valable, il faut qu'il se fasse dans un protocole très précis et normalisé. Parce que si on dit je vois rien, mais j'ai fait avec telle méthode qui n'est pas comme les autres, ça ne prouve rien. Donc c'est très codifié en chimie, donc il y a des réflexions actuellement pour essayer de codifier aussi ces tests en nano. Enfin, c'est quelque chose d'assez urgent. Voilà. Mais je veux dire, la vraie difficulté, c'est comment on les traite quand ils sont différents. Donc est-ce que chaque industriel qui a son procédé de fabrication doit enregistrer à part, ou est-ce que toute l'espèce, par exemple du dioxyde de titane, est une seule espèce? Voilà. Donc il y a actuellement, c'est lié aux recherches qu'il y a actuellement, si vous voulez, il y a un débat là-dessus. Quand on regarde ce qui a été fait au niveau européen, donc, la nanosilice amorphe a été déclarée, hein, par un industriel. Dans la déclaration, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est bien marqué que c'est nano. Quand il fait des études de toxicité, il montre bien que c'est nanosilice. Et il a déclaré que ce n'est pas une substance dangereuse, hein, d'après ses tests.
Bon, faut connaître. Il y a une agence européenne sur l'alimentation aussi qui l'a déclaré, si vous voulez, non dangereux jusqu'à une certaine dose comme additif alimentaire. C'est quelque chose qui est pas spécialement préoccupant. Autre cas, le dioxyde de titane. Alors, il a été déclaré, alors voilà un exemple intéressant, il a été déclaré comme substance dioxyde de titane à la molécule, mais il n'y a pas de dossier spécifique sur la forme nano. Le fabricant a néanmoins déclaré que ce n'était pas dangereux. Alors, comme des préoccupations, hein, il y a l'établissement qui fait donc la réglementation du travail américain a limité les concentrations dans l'air pour les travailleurs, hein, un peu comme les fibres d'amiante. Il y a un doute, donc on réduit l'exposition des travailleurs. Et le CIRC l'a classé alors comme cancérogène possible. Ça veut dire que dans la littérature, certains trouvent que ça l'est, certains trouvent que ça ne l'est pas, donc possible parce qu'il y a doute. Voilà. Donc simplement pour votre info, les ondes électromagnétiques, les particules diesel sont classées de la même façon, et le Soleil est un cancérogène probable. Enfin, non, avéré, je veux dire, c'est la classification la plus méchante. Donc simplement, c'est pour relativiser ceci. Pour l'instant, vous avez intérêt à prendre de la crème solaire 2B plutôt que du Soleil 1. Voilà. Les nanotubes de carbone, donc, ils sont enregistrés. Alors, 2 fois. Un fabricant l'a enregistré comme espèce à part. Moi, j'ai l'espèce nanotube. Je le déclare et ce n'est pas dangereux. Un autre fabricant l'a déclaré sous la rubrique graphite en disant « Moi, j'impose du graphite, hein, c'est du carbone, quoi, si vous voulez. Mais là-dedans, j'ai aussi des nanotubes. » Donc, il l'a mis dans la même déclaration en disant « Ah là, il y a quand même des préoccupations. Ça peut être un irritant ça peut être un irritant, si vous voulez. » Voilà. Alors là, il y a des préoccupations parce que les études que je vous ai montrées à l'instant montrent quand même que la situation est complexe, mais on voit des effets, si vous voulez. Donc, il y a besoin de raffiner, si vous voulez, les considérations sur le risque. Actuellement, la difficulté qu'on a, comme je vous l'ai dit, c'est que les tests nano ne sont pas normalisés. Donc, une fois qu'ils seront normalisés, un industriel ne pourra pas dire c'est dangereux, c'est pas dangereux. Enfin, le test sera là, je veux dire, et normalisé. Voilà. Alors, côté français, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années. Donc, il y a eu les lois dites Grenelle 1 et Grenelle 2, suite au Grenelle de l'environnement, donc, où dès 2009, l'État a dit, en France, quand quelqu'un importera ou fabriquera des nanomatériaux, il faudra qu'il le déclare à l'État. Voilà. Puis la loi a précisé, la loi Grenelle 2 a précisé quelques conditions. La difficulté, c'est que, je veux dire, il faut trouver une définition. Quand il y a une loi qui dit que vous êtes obligé de déclarer, il faut une définition opérationnelle de qu'est-ce qu'on entend par nanomatériaux, parce que tant qu'il y a du flou, on ne peut pas faire appliquer la loi. Parce que chacun dira, mais je n'ai pas compris que c'était ça, nanomatériaux. La définition européenne qui dit simplement que c'est une substance naturelle, involontaire, etc., n'est pas applicable, parce qu'un bol de soupe, c'est un nanomatériau, d'après la définition européenne. Donc, aucun industriel ne pourrait plus importer. Donc, il faut une déclaration, si vous voulez, qui soit aussi opérationnelle pour les cas que je vous ai cités tout à l'heure. Mais il faut trouver une frontière, si vous voulez, entre les particules artificielles qu'on ajoute et les particules qui sont là, par exemple parce que c'est un produit biologique, simplement, où tout est nanostructuré. Donc, les questions qui se posaient... Il y a pas mal d'entités dans le monde qui ont essayé qui ont planché là-dessus. Presque tous les pays, finalement, ont le même problème. Donc, je vous cite pour l'anecdote. Bon, la taille, il y a une certaine uniformité dans la définition. Alors, parfois, donc, on rajoute la taille en disant que ça peut être aussi des agrégats ou des agglomérats de ces petites particules, même s'ils sont beaucoup plus gros. C'est souvent ce qui se produit dans la situation réelle. Les particules sont rarement libres, elles sont souvent collées ensemble. Alors, parfois, certains États ajoutent comme défiant il faut qu'il y ait des propriétés nouvelles extraordinaires dues à l'échelle nanométrique. Bon, c'est aussi un peu difficile à interpréter après. Qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, l'origine, il y a tout ce débat. Suivant l'interlocuteur, tout peut être naturel ou artificiel, peut être nanomatériaux. Pour d'autres, c'est uniquement l'artificiel, parce que c'est ça qu'on veut réglementer. Bon, après, il y a aussi donc, des notions de... Il faut que cette particule soit attachée de façon très forte au matériau pour qu'elle s'échappe et puisse intoxiquer quelqu'un. Si elle est enfin, très faible, pardon. Si elle est attachée de façon très forte, il n'y a pas forcément un risque, si vous voulez. Bon, il y a la notion de surface, aussi une façon de mesurer l'état de dispersion de la matière. Voilà. Bon, autre difficulté, c'est que des produits qui ne sont pas des nanomatériaux forcément peuvent émettre des nanoparticules. Donc, dès que quelque chose s'use, une cigarette, l'essence produisent des nanoparticules en situation normale d'utilisation. Donc, il y a un décret récent, le 19 février 2012, qui a été complété par un arrêté qui fixait encore quelques détails. Donc,
vous avez une loi, donc le décret, après, c'est au niveau Premier ministre, Président. L'arrêté, c'est le ministériel. Donc il y a une hiérarchie de textes, si vous voulez. Les parties les plus sûres sont dans la loi ou le décret. Et les parties qui sont susceptibles d'être révisées, c'est plutôt un arrêté. C'est des choses plus faciles. Donc l'État, en France, voilà comment a été définie une définition qui est opérationnelle pour un règlement. Donc c'est une particule qui est fabriquée intentionnellement, qui contient des particules non liées ou sous forme d'agrégats. C'est-à-dire que c'est des particules libres ou alors collées ensemble, mais il faut quand même que ce soit des particules indépendantes. Et il faut que ce soit fabriqué intentionnellement, ça c'est important. Voilà. Il y a aussi une proportion minimale, parce qu'un matériau peut contenir une partie massive et une partie un peu poussiéreuse, si j'ose dire. Donc il y a un seuil de 50%. Alors celui-là, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Bon, c'est fixé comme ça pour l'instant. Et on retrouve la dérogation européenne ancienne, nanotubes, fullerène, graphite, tout ça, c'est nanomatériaux. Donc ça concerne, vous voyez, soit des matériaux et des particules très fines dispersées, soit des matériaux qui contiennent des agrégats, soit des nanotubes de carbone. Tout ça donc, rentre dans le cadre du décret du 19 février. Voilà. Et donc, ce qui est prévu dans ce décret, c'est qu'à partir de janvier 2013, 3 ans plus tard, donc c'est la loi Grenelle 1 qui est déclinée, chaque fabricant qui importera des substances ou les incorporera devra les déclarer à l'État, voilà, et avec un seuil non pas de 10 tonnes comme riche, mais un seuil de 100 grammes. Alors, ça n'est pas une disposition qui vise à interdire, mais c'est déjà un inventaire, première étape, un inventaire et savoir où elles sont, qui les importe, qui les utilise. Donc c'est quelque chose qui va rentrer en vigueur dans une dizaine de jours, si vous voulez. Voilà, donc c'est l'ANSES qui sera le dépositaire de cette base de données. C'est une première, il n'y a aucun pays au monde qui avait fait ça pour l'instant, mais on va être suivi sans doute très prochainement. Donc du Danemark, de la Belgique, des Pays-Bas, l'Italie sous une autre forme qui envisage de prendre le même dispositif. Voilà. Parce que la réglementation REACH européenne ne répond pas à toutes les préoccupations. Voilà. Il y a d'autres réflexions donc, sur un étiquetage pour informer le consommateur. Donc il y a un règlement européen. Donc c'est un peu comme une loi au niveau européen, on doit la suivre, qui dit qu'à partir de... Alors, par contre, les lois européennes prennent rarement par surprise, donc elle date de 2009, mais elle sera en vigueur en 2013. Donc dans un cosmétique, si vous voulez, quand il y aura des nanomatériaux, il y aura un nano entre crochets qui se précisera que cet ingrédient est présent. Voilà. Alors pour des raisons d'écran, ici on ne voit pas, mais il y a un règlement équivalent qui va sortir aussi pour l'alimentation. Alors avec 3 à 5 ans de mise en place aussi. Pour les ingrédients dans les aliments, si vous voulez, il y aura également cette déclaration. Pour l'instant, les additifs sont déclarés, mais sans préciser la forme nanométrique. Il y a un nom de code, le E quelque chose. Donc là, il y aura une mention spécifique. Voilà. Donc si vous voulez, voilà, il y a en même temps, peut-être passer à la conclusion, parce que finalement j'allais conclure. Il y a en même temps, si vous voulez, c'est un domaine prometteur qui peut contribuer à résoudre des questions de société. J'en ai pas trop parlé ici, mais il y a vraiment des questions d'énergie, de développement durable, où ce genre de technique peut apporter quelque chose, notamment les énergies renouvelables, parce que tout ce qui est transfert d'énergie se fait souvent à cette échelle-là. Ouais, c'est très clair. Bon, il y a coexistence avec d'autres applications moins emblématiques qui ont tendance un petit peu à faire oublier le premier point, si vous voulez. Par contre, tous les États, tout le monde estime que la protection du public et aussi le développement passe par un cadre stabilisé, une réglementation en matière de risque, si vous voulez. Parce qu'actuellement, il y a des incertitudes sur les risques, mais aussi même pour un industriel qui déciderait d'innover dans ce domaine. Il n'y a pas que les brevets qui comptent. C'est investir là-dedans dans un cadre flou où on ne sait pas si ça va être permis ou interdit, ce n'est pas favorable. Donc il y a besoin d'un cadre. Il vaut mieux qu'il y ait beaucoup de choses interdites et un petit peu de choses permises pour que ça se développe, plutôt qu'un grand vide juridique. Donc c'est... Voilà, premier point. Donc, deuxième point, ce qui est intéressant, c'est qu'en traitement de risque, il y a pas mal de points communs avec la chimie. J'ai rarement entendu faire ce parallèle. Mais dans les deux cas, si on a la coexistence de produits anciens et de nouveaux produits, et aussi des nouvelles applications. Parce que je ne sais pas combien il y avait de substances chimiques en 1900, mais il y en avait sans doute beaucoup, si vous voulez. En chimie, bon, c'est très clair, des substances horriblement dangereuses et d'autres qui ne le sont pas. Et pour les nanoparticules, il est probable, d'ailleurs on coexiste avec elles, qu'il y en a qui ne sont pas dangereuses ou contre lesquelles le corps sait se défendre, plus exactement, et d'autres qui seront nocives. Donc ça ressemble à la chimie, il s'agit d'identifier les risques et de classifier ce qui est utilisable ou pas. Voilà.
Et il y a chimie 400 millions de tonnes, 100 000 substances, hein, dont 30 000 au-dessus de la tonne. Nanoparticules, 10 millions de tonnes, 3 000 espèces. Voilà. Alors les nanoparticules ont Donc il est peut-être important de dire qu'en chimie, sur ces 100 000 substances, il y en a 3 000 dont on connaît bien les propriétés toxicologiques. Donc c'est une situation qui n'est pas si différente des nanoparticules, si vous voulez, pour des raisons historiques. Hein, ce développement est tel que quand on faisait de la chimie au XVIIIe siècle, on ne se disait pas, bon, je vais faire une étude d'impact pour voir ce que je faisais. Donc, sinon, il y a un historique qui s'est accumulé. C'est que récemment, c'est une évolution de la société, si vous voulez, où on met le risque en avant la commercialisation. Il y a un rattrapage qui est fait actuellement. Mais il y a énormément de substances dont l'effet n'est pas très bien connu, si vous voulez. Donc, c'est un point commun, c'est que les nanoparticules. Voilà. Spécificité des nanos, par contre, c'est donc... Elles sont beaucoup plus multiformes que la chimie. Le premier exposé, malheureusement, ne va pas le démentir. Moi, je ne sais pas si les machins à 8 pieds sont plus dangereux que les trucs en forme de boule ou de bâtonnet, hein, si vous voulez. Elles sont très multiformes. Et il y a donc une nécessité d'adapter les tests et les méthodes, finalement, pour avoir des protocoles de mesure. Et se pose la question de est-ce qu'il faudra une approche par catégorie en disant voilà, tel ensemble de dioxyde de titane, bon, ils sont à peu près pareils, donc la toxicité se fait, on les met ensemble, on étudie le risque. Ou alors, est-ce qu'on considérera que chaque type de nanoparticule, avec son industriel, son procédé de fabrication, qui va mener une structure un peu différente, devrait être traité à part, ce qui est dans ce cas-là une approche exactement qu'on appelle au cas par cas, quoi. Ce qui, en principe, est un casse-tête monstrueux, parce qu'une étude toxicologique, c'est un document extrêmement volumineux. On le fait pour les médicaments. D'ailleurs, c'est connu que les médicaments ont des temps de mise en route maintenant de plus en plus longs pour ce genre de travaux. Un médicament se traite au cas par cas, avec de nombreuses études sur leurs risques et leurs bénéfices, si vous voulez. Donc, est-ce qu'on va arriver à ça pour les nanomatériaux? C'est une question qui est ouverte, ou est-ce que ce sera une approche plus globale? Pour l'instant, il y a on se sert de REACH, si vous voulez, mais tout le monde reconnaît qu'il faut... Il y a un débat, est-ce qu'il faut améliorer REACH ou faire autre chose à la place? Okay, voilà. Et il y a eu j'ai refait complètement mes transparents, j'ai fait cet exposé il y a quelques années. Il y a quand même un développement réglementaire considérable en Europe, mais surtout en France, il faut bien le dire. À chaque fois, on est presque pionnier. Pas forcément en innovation, mais en gestion des risques. Donc il y a les lois Grenelle 1 et Grenelle 2, si vous voulez, et puis qui sont donc implémentées en 2013 avec cette déclaration. Les directives européennes sur l'étiquetage dans le secteur des cosmétiques et dans le secteur de l'alimentation. Voilà. En évaluation des risques, donc il y a un énorme effort en européen, donc avec cette loi, cette directive qui définit la façon de traiter les molécules chimiques, mais il y a besoin de phases d'ajustement pour les nanos qui ne sont pas des substances chimiques classiques. Voilà. Je vous remercie.